européenne. Évidemment, un grand témoin consacré à la dissolution annoncée par Emmanuel Macron à la suite des élections européennes. La presse est unanime sur le sujet, se met au diapason. Le choc pour le Figaro après les européennes, la dissolution. En titre avec 2 photos, Emmanuel Macron et Jordan Bardella. C'est la même chose pour La Croix avec une seule photo, c'est d'Emmanuel Macron. Le séisme de la dissolution, titre La Croix. Et puis Libération, dissolution, Paris extrême. Avec là aussi les 2 photos, comme pour le Figaro, du chef de l'État et du représentant du Rassemblement national pour ces élections européennes. Et puis d'autres journaux, enfin tout le monde s'aligne, toute la presse s'aligne ce matin et c'est bien normal parce qu'on est dans une situation tout à fait inédite. Le scrutin européen passe déjà au second plan par rapport au scrutin national que représenteront ces élections législatives qui s'annoncent dans 3 semaines. Donc c'est une campagne extrêmement courte, une campagne éclair qui s'annonce. Coup de poker, coup de tonnerre, ce sont les mots qui reviennent. Alors coup de tonnerre pour le RN aux élections européennes et coup de poker pour la dissolution. Vous l'avez compris, on va analyser les choses avec Arnaud Benedetti et Denis Ferré. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, qui vient régulièrement sur notre antenne, un professeur associé à la Sorbonne et qui publie aux portes du pouvoir RN, l'inévitable victoire, un essai tout à fait de circonstance publié chez Michel Lafon. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous Louis. Denis Ferré est également des nôtres, agrégé d'histoire, diplômé en sciences politiques, les Français et l'Europe, de Schuman à Macron aux éditions Erol. Bonjour Denis Ferré. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est un petit peu la déconvenue pour les pro-européens ce matin parce qu'on est déjà passé à autre chose. Oui, c'est la disparition de l'élection européenne. Moi, j'étais... La disparition des élections européennes. Oui, on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'élection européenne hier, puisqu'on a tous... D'ailleurs, les résultats, on en tient déjà plus compte. Enfin, on est dans la nouvelle campagne qui démarre déjà. Et pourtant, il y a des choses à dire quand même. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Oui, on peut même dire qu'on démarre sur un paradoxe. Enfin, c'est ce qui m'a beaucoup frappé, moi, parce qu'il y a quelques jours, le président Macron, en Normandie, sur les chaînes nationales TF1, France 2, expliquait qu'il y avait un grand danger que, lors des élections européennes, il puisse y avoir une minorité de blocage de l'extrême droite, des populistes en Europe. Ce qui était en soi très exagéré, parce que on savait, les résultats l'ont confirmé hier soir, que il n'y en aura pas. Il y a une poussée de ces partis, mais c'est pas au point de pouvoir renverser la table ou vraiment bloquer le fonctionnement du Parlement européen, puisque le parti qui arrive premier, qui est même renforcé, c'est le PPE, disons la droite classique à Strasbourg. Mais à l'inverse, dissoudre et risquer qu'il y ait peut-être en France dans quelques semaines un gouvernement, alors pour le coup avec à sa tête un nationaliste, un populiste, vous appelez ça comme vous voulez. Là par contre ça signifie que la France, qui est un pays très important en Europe, celui qui a le plus de poids avec l'Allemagne, aurait à sa tête un chef populiste, un gouvernement populiste. Donc là par contre, quand on parle de blocage, c'est beaucoup plus vrai que ce qui se passera dans l'élection. Oui, le paradoxe, c'est qu'en fait, la dissolution peut créer un blocage qui n'existait pas. Et voilà, qui était celui que craignait le président Macron et qui en fait n'existe pas. Arnaud Benedetti là-dessus. Oui, en effet. Alors, il faudra voir ce que donneront ces élections législatives. C'est une évidence. Mais clairement, la position du Rassemblement national aujourd'hui, c'est une position qui est une position critique vis-à-vis du fonctionnement des institutions européennes, même si, il faut le noter, le Rassemblement national a même évolué sur cette question. Le Rassemblement national de 2024 n'est plus le Rassemblement national de 2017 qui réclamait la sortie de l'euro, qui réclamait même la sortie de l'Union européenne. On a un Rassemblement national qui a procédé quand même à une évolution de son logiciel politique, y compris sur cette question, la question européenne. Et quand on interroge, par exemple, Marine Le Pen, la présidente du groupe LR, elle ne remet pas en cause l'appartenance de la France aux institutions européennes, et elle considère que, en effet, le poids de la France permettrait de facto de faire évoluer le fonctionnement des institutions européennes. C'est le discours que l'on tient aujourd'hui au Rassemblement national. Et on peut regarder, par exemple, d'autres exemples en Europe de forces populistes qui l'ont emporté récemment. Je pense à Madame Meloni en Italie, qui a tenu un discours très, critique vis-à-vis du fonctionnement des institutions européennes lorsqu'elle était candidate au poste de présidente du Conseil, et qui quand même a une pratique du pouvoir qui est un peu différente du discours qu'elle tenait. Donc je ne suis pas sûr que même l'accès potentiel du Rassemblement national entraîne forcément une crise majeure au sein des institutions européennes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on verra bien dans cette campagne la façon dont le Rassemblement national va décliner son logiciel
programmatique, mais on peut imaginer que, justement, dans la perspective d'une conquête du pouvoir, de la conquête de Matignon, le Rassemblement national essaye de donner aussi des gages à une partie de cet électorat qui, pour l'instant, peut faire un diagnostic sur un certain nombre de sujets, les sujets régaliens communs avec celui du Rassemblement national, qui est parfois en réserve, justement, sur le positionnement du Rassemblement national par rapport à la question européenne ou par rapport aux questions économiques. Donc, il faudra observer quand même de près quels seront les éléments de discours du Rassemblement national, qui aura besoin quand même à un moment donné aussi d'une partie de cet électorat s'il veut en effet transformer l'essai des élections européennes. Denis Ferré, est-ce que ça ne crée pas quand même une situation inédite, ce paradoxe d'envoyer peut-être à Matignon un parti effectivement qui sera sur des positions quand même extrêmement critiques, même à l'égard de ce qui se passe en Europe? Ça, c'est ce paradoxe. Arnaud, d'ailleurs, vous n'avez pas répondu sur ce paradoxe-là quand même. Oui. Oui, enfin, mais ça, c'est la décision d'Emmanuel Macron d'envoyer en fait dans les institutions exécutives un parti qui justement se retrouvera nécessairement en position de force dans les institutions européennes. Ce n'est pas forcément la décision d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, l'intention d'Emmanuel Macron n'est pas, en tout cas officiellement, de porter au pouvoir le Rassemblement national à Matignon. Officiellement, quand même, la position du président de la République, et quand on entend la plupart des ténors de la majorité, c'est d'essayer de bricoler très rapidement une sorte de front républicain, en bordurant sur la droite républicaine, en bordurant sur le PS, pour essayer de constituer une majorité qui, aujourd'hui, est absolument introuvable dans le cadre de cette 16e législature. C'est ça, aujourd'hui, l'objectif politique. Après que l'on prête à Emmanuel Macron des intentions qui sont des intentions... Alors, finalement... lui prêtez-vous cette intention? Alors, moi, je considère qu'aujourd'hui, vraisemblablement, face au risque non négligeable d'accès au pouvoir de Marine Le Pen à l'Élysée ou d'un autre candidat du Rassemblement national en 2027... Le meilleur moyen peut-être pour lui de couper la route à cette hypothèse, c'est de prendre de court. C'est de crever l'abcès et de faire en sorte que le Rassemblement national soit confronté à l'épreuve et à l'exercice du pouvoir. Mais il est évident que le président de la République aujourd'hui ne peut pas tenir ce discours parce qu'il relève d'un machiavélisme que d'aucuns ne manqueront pas de souligner. Alors, sans être machiavélique, Denis Ferré, est-ce que vous partagez cette analyse? Évidemment, en deux temps, Emmanuel Macron veut fédérer son propre camp, ou du moins le camp des Républicains, pour parler vite, si on reprend la rhétorique Front républicain, Front national. Ça, c'est le discours officiel, mais le discours qui serait un petit peu plus subliminal, ça serait au contraire de mettre le RN face à l'exercice du pouvoir et de le piéger par là même. Est-ce que vous pensez que ça serait son intention? Moi, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron et personne ne... Non, mais c'est votre avis que je demande. Oui, mon avis, c'est que... Votre analyse. Il prend le risque que ça se passe comme ça, mais effectivement, il peut être gagnant. Il espère sans doute être gagnant, soit en réussissant à faire barrage au Rassemblement national par cette sorte de front républicain, de cet arc républicain. Et c'est donc dès hier soir, tout de suite, ça a été la stratégie annoncée. Une sorte d'électrochoc. Nous-mêmes, on va jamais présenter quelqu'un contre des députés sortants qu'on considère comme de bons républicains, etc., qui feront barrage au Front national, au Rassemblement national. Et puis, la deuxième hypothèse, c'est s'il y a quand même victoire du Front national, ce serait l'hypothèse, mais alors ils démontreront leur incompétence. Et moi, je tirerai un petit peu les marrons du feu. Et il vaut mieux que ça se passe maintenant que quand je quitterai l'Élysée. Bon, je pense que je sais pas si c'est un joueur de poker ou de billard à trois bandes. Enfin, les deux hypothèses doivent être dans l'esprit. Alors, il y a la version officielle, évidemment. Comme vous le dites, on va pas dire non, mais je suis machiavélique. Je veux la victoire du Front national pour qu'il se casse la figure, bien entendu. Mais je pense que c'est dans un coin de la tête quand même. Est-ce qu'on peut imaginer, Arnaud Belletti, que la rhétorique Front républicain et ne pas présenter de candidats de candidats concurrents qui empêcherait la victoire contre un éventuel député RN, est-ce que ça, c'est une stratégie qui peut fonctionner au point de faire reculer le RN dans les institutions du Parlement, du Palais Bourbon, du Parlement national? Je pense que c'est très compliqué. Est-ce que ça peut fonctionner? Je pense que c'est très compliqué. D'abord, ce qu'on a constaté quand même, l'événement majeur de ces 4 dernières années sur le plan politique, c'est l'accès du Rassemblement national de manière importante à l'Assemblée nationale, puisque je rappelle que le Rassemblement national l'a emporté en 2022 dans 53 duels contre des candidats de la majorité. Ça veut dire que
si vous voulez, dans un duel, c'est la configuration la plus simple pour, j'allais dire, susciter ce que l'on appelle un front républicain, entre guillemets d'ailleurs, au demeurant, mais ça n'a pas marché. Donc on voit bien que ce que l'on appelle le plafond de verre aujourd'hui s'émousse considérablement, et c'est encore émoussé lors des dernières élections présidentielles, puisque quand même, je rappelle qu'entre les deux tours, Marine Le Pen a gagné plus de 2,5 millions de voix. Ce qui est quand même non négligeable. Non, moi, ce que j'entends, en tout cas depuis hier soir, c'est qu'en effet, cette proposition, en effet, de ne pas présenter de candidats de la majorité dans des circonscriptions ou des candidats dits de l'arc républicain. Alors, qu'est-ce que c'est ces candidats de l'arc républicain? Bon, c'est vraisemblablement les LR, c'est une partie des socialistes, c'est certainement le Parti socialiste, mais c'est certainement pas LFI. Quant aux Verts, je ne sais pas, je veux dire, où les situe encore la Macronie. Mais on voit bien que, si vous voulez, cette proposition n'a pas reçu pour l'instant quitus du côté des Républicains, puisque M. Ciotti, le président des Républicains, a explicitement dit qu'il ferait campagne contre le gouvernement, contre Emmanuel Macron. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, si vous voulez, comment on arrive à faire tenir ensemble des forces politiques dont les sociologies électorales sont différentes aussi. Vous comprenez? Je veux dire, on va soutenir un candidat socialiste contre un candidat du Rassemblement national. Mais le candidat socialiste dans une circonscription, il a aussi besoin des voix de LFI, en l'occurrence. Vous pensez qu'il va y avoir un transfert des voix de LFI si l'on considère que, par ailleurs, LFI ne fait pas partie de l'arc républicain? Parce que c'est ça aussi que vise le président de la République. Donc on est dans une espèce d'équation qui est très compliquée, et le Front républicain aujourd'hui, tel que l'imagine en tout cas le président de la République, c'est un objet qui me paraît à ce stade assez incertain. Il n'a rien d'automatique. Ah, il n'a rien d'automatique, ça c'est sûr. Il n'a rien d'automatique. Et en plus, avec l'idée, pour une grande partie de l'opinion publique, qui est quand même dans un rapport de défiance à la politique très fort, c'est quand même la défiance aujourd'hui qui caractérise le rapport des Français à la politique. L'idée que finalement on est là dans des jeux de combinaison, de tambouille politicienne, pour reprendre une expression qui est assez triviale, qui vise tout simplement à autoprotéger un système qui serait à bout de souffle. Et c'est ça l'impression, et ça peut susciter, si vous voulez, un renforcement notamment du vote du Rassemblement national. C'est un peu pain béni dans la campagne pour le Rassemblement, je dis toujours le Front National, mais le Rassemblement National, parce qu'ils vont dénoncer ça. Ça n'a, à mon sens, aucune chance de fonctionner. Voilà. C'est de la tactique, de la mauvaise tactique. Donc vous êtes en train de nous dire qu'en fait, le discours officiel, la stratégie officielle que va tenir l'exécutif en la personne d'Emmanuel Macron, en fait, ce discours officiel qu'il est obligé de tenir, déjà est perdu d'avance, ou du moins ne peut pas fonctionner, donc n'a pas de crédibilité. Donc on passe rapidement au scénario 2 qui consiste à faire venir un Premier ministre affilié au RN à l'exercice du pouvoir. C'est ça qui paraît le plus et à condition plausible. Que le RN et peut-être ses alliés aient une majorité à l'Assemblée nationale au soir du 7 juillet, c'est ça, le deuxième tour, parce que c'est pas assuré. Hein. Il y a une telle fragmentation, c'est pas évident qu'on ait quelque chose de plus clair qu'aujourd'hui. Alors certainement, il y aura plus de députés Rassemblement national qu'aujourd'hui. Ça, bien sûr, ils seront les gagnants. On peut imaginer, on ne sait pas après, mais peut-être qu'il y aura aussi beaucoup plus de députés LFI qu'aujourd'hui. Et ça risque de se polariser et aussi. À mon avis, là, de toute façon, toute manœuvre tactique du président, en fait, il a perdu le contrôle de cette situation. Il peut pas tirer les ficelles comme ça. Il y a mais on se disait tout à l'heure qu'au contraire, c'est une manière de garder la main en créant des situations de rupture. Alors, il divise, il oppose, par exemple, effectivement. Alors, ceux-là, c'est les filles, donc on veut pas les fréquenter. Donc, il se dit comme ça va diviser la gauche, ça va diviser tout le monde, diviser pour mieux régner, comme on dit. Mais il va régner sur rien, sur un tas de ruines à la fin. Arnaud Belletti, il aurait pu simplement changer de Premier ministre, mais c'est trop tard. Non, mais si vous voulez, moi je n'ai jamais compris ça, c'est mort. Le changement de Premier ministre au mois de janvier. Ça a été une erreur politique majeure d'Emmanuel Macron qui pouvait user jusqu'à la corde Madame Borne, ce qui lui aurait permis justement de trouver une issue politique au moins à court terme pour gagner du temps en changeant de Premier ministre et en nommant à ce moment-là Monsieur Attal. Le problème, c'est qu'il a grillé la cartouche avant de mener la bataille. Donc aujourd'hui, il se retrouve dans une situation qui est totalement improbable. Mais je considère qu'il ne maîtrise pas du tout la situation. C'est-à-dire qu'hier, en effet,
c'est la première fois qu'il intervient quand même pour prendre une initiative politique qui est une initiative politique majeure et qui va finalement dans l'esprit des institutions, en l'occurrence, parce que clairement, quand vous avez il y a un conflit quand même de légitimité aujourd'hui, malgré tout, entre l'Assemblée nationale et le président de la République du fait de l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, il en tire les conséquences et il décide de retourner au peuple, ce qui, je veux dire, me semble assez, j'allais dire, en tout cas, n'est pas contraire à la Constitution, clairement. C'est son droit. Donc voilà. Mais il le fait quand même sous la contrainte. Parce que qui a demandé la dissolution depuis plusieurs mois ? Qui a demandé la dissolution depuis plusieurs mois ? C'est le Rassemblement national. C'est le Rassemblement national qui, aujourd'hui, impose son agenda au président de la République. Et donc, ça, c'est non seulement il y a une victoire, j'allais dire, électorale du Rassemblement national, très claire ce dimanche, mais il y a aussi, d'une certaine manière, une victoire politique du Rassemblement national. Et Emmanuel Macron est contraint, en effet, aujourd'hui, de retourner devant les urnes. Alors après, on peut discuter du calendrier qu'il a choisi, parce qu'il aurait pu finalement attendre que les Jeux Olympiques se déroulent. Là, il le fait dans une situation d'extrême tension, qui va d'ailleurs... On aurait pu voter en septembre. On aurait pu voter en septembre, et d'ailleurs, cette hypothèse était évoquée, d'ailleurs, moi je l'évoque dans mon livre, un certain nombre de parlementaires ou de responsables politiques l'évoquaient, déjà il y a plusieurs mois, plusieurs semaines. Finalement, la campagne très courte va favoriser les forces politiques les mieux organisées, clairement. Et parmi ces forces politiques les mieux organisées, il y en a une, c'est le Rassemblement national, qui a ses candidats qui sont pratiquement prêts dans toutes les circonscriptions, avec son appareil de campagne, avec ses thématiques de campagne. Donc, de ce point de vue, en effet, le Rassemblement national est sur la ligne de départ et dans les starting blocks. C'est le seul mouvement politique qui est prêt. Clairement. Il n'y a aucune raison que le Rassemblement national refuse Matignon si jamais il gagne les législatives. Pourquoi le ferait-il ? Non, je pense pas. Il ne le ferait pas. Alors, c'est rigolo. L'expérience de, justement, ce que vous savez tout à l'heure, crever l'abcès maintenant pour éviter 2027, ça peut aussi être une manière de piéger. Dans l'ouvrage, j'interroge Louis Alliot, qui est plutôt favorable à la dissolution. Lui, le maire de Perpignan, parce que toutes les voix au Rassemblement national n'étaient pas, enfin, mezzo voce, je veux dire, ont une appréciation différente sur faut-il cohabiter ou pas. Certains considèrent qu'il ne faut pas cohabiter parce que c'est un piège. D'autres considèrent qu'il faut aller très vite au pouvoir. Quel est votre sentiment, vous ? Alliot Alliot qui a fait sa thèse avec Jean Foyer, rappelle quelle était la position de Jean Foyer en 1985-1986, l'ancien garde des Sceaux et président de la commission des lois, qui avait conseillé à Jacques Chirac de faire la grève du gouvernement, parce qu'il considérait que la cohabitation n'était pas conforme à la Constitution. Mais globalement, je ne vois pas aujourd'hui le Rassemblement national, qui a réclamé la dissolution, refuser de gouverner s'il est majoritaire. Il perdrait sa crédibilité. Enfin, il gagne les élections, il a la possibilité de faire sa politique. En plus, maintenant, respect des institutions, on voit Marine Le Pen a bien épousé la cinquième. Oui, mais il sait bien qu'il tire une partie de son énergie du fait qu'il est perçu comme un parti hors système. Et donc, à partir du moment où vous entrez dans le système, vous perdez à un moment aussi donné, une forme de... à un moment donné, il faut, quand vous réclamez les responsabilités et qu'enfin vous les obtenez, il faut y aller, quoi. Non, ils accepteront, c'est sûr. Arnaud Belletti, vous qui êtes dans l'enceinte du Parlement, la revue politique et parlementaire, est-ce que vous avez déjà un petit peu anticipé les questions, la question de savoir à quoi ressemblerait le nouveau Parlement ? Est-ce que c'est possible déjà de se faire une idée ? Très difficile, mais il y a une autre hypothèse qu'il ne faut pas totalement exclure, c'est qu'on soit incapable de constituer une majorité au soir du 1er... C'est le 7 juillet. C'est le 7 juillet, le deuxième tour. Au soir du 7 juillet. Et là, en effet, on se retrouverait dans une situation totalement inédite. Je rappelle quand même que la Ve République, c'est un régime qui a été constitué pour produire des majorités stables et pérennes pour gouverner après, finalement, l'instabilité chronique qu'avait connue la 4e République. En tout cas, c'était l'esprit des constituants, enfin du général de Gaulle et de Michel Debré, que d'assurer, je veux dire, une capacité au gouvernement français de pouvoir gouverner dans la durée, dans la pérennité. Là, on se retrouvait dans une situation totalement inédite, et clairement, ça serait la responsabilité du président de la République dans cette situation qui serait exclusivement engagée, puisqu'il est d'une certaine manière le garant du bon fonctionnement des institutions, et là, en l'occurrence, l'absence de majorité, l'incapacité à former une majorité, qu'il ne faut pas, vu la fragmentation du champ politique, qu'il ne faut pas totalement exclure. Et puis, vous pouvez avoir des forces politiques qui ont intérêt aussi à ce qu'il y ait cette situation d'incapacité à gouverner, ne serait-ce que peut-être pour pousser vers la sortie le président de la République. Ça aussi, c'est
c'est une thèse. Aujourd'hui, tout est possible. Ouais, on sait pas où on va. On sait pas où on va. Mais le Au scénario jour le où plus nous parlons, vraisemblable, à tout votre est avis, pour vous? Je n'en ai aucun. Le plus vraisemblable, la dynamique, quand même. Oui. La dynamique pousse plutôt, quand même, à une victoire. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, dans quel volume, dans quelle configuration de ceux qui sortent vainqueurs des élections européennes. Parce que je pense qu'il reste en plus des réserves de voix pour le Rassemblement national. Il y a une dynamique, il y a une légitimité. Qui n'a pas épuisé toutes les catégories Hmm. populaires, parce que toutes les catégories populaires Ils ne n'ont se pas sont pas voté. rendues dimanche, mais beaucoup se sont rendues, mais pas toutes. Donc il y a encore un gros potentiel pour le Rassemblement national, puisqu'on voit quand même que la hausse de la participation leur profite. Donc Difficile voilà. de dire combien de députés il pourrait gagner au Palais Bourbon. Il y avait eu un sondage qui avait été réalisé au mois de décembre pour le compte de LR qui montrait qu'ils étaient dans un étiage entre 230 et 290. Mais c'était au mois de décembre, et puis c'est toujours très difficile de faire un sondage à 6 mois d'une élection. Denis Ferré. Oui, et puis depuis ce sondage, par exemple, le paysage a changé, puisqu'on est dans les... Enfin, ça, mouvement, ça bouge tout le temps. Et avec ce qui s'est passé avec l'élection là, et cette tentative de faire un front républicain, il faut aussi comprendre quel peut être le choix des Français au moment de voter maintenant. Alors, il y en a un, on le voit bien clairement, ça serait Rassemblement national, une majorité très à droite... il serait majoritaire à l'Assemblée nationale, mais quelle est l'autre hypothèse possible? En fait, quand vous prenez dans tous les sens, il y en a peut-être une, mais qui me paraît très très mal engagée. Une seule, ça serait une sorte d'unité à gauche qui pourrait faire un bloc qui pourrait arriver à peu près à égalité avec le Rassemblement national, mais c'est très Si on additionne les hypothétique. voix de gauche aux élections européennes, on est à 45-5 à peu Oui, près. mais Si on met la Renaissance on est- avec la gauche, Ah oui, évidemment. mais voilà. Alors toute la déjà, question. si on met, Grosso modo, la France se divise en deux blocs de 45 à peu près. Grosso modo. Oui, mais ça suppose une unité à gauche, et quand vous mettez Renaissance avec ça, puisque C'est toute la question. je vois pas à part l'hypothèse Front National décidément, Rassemblement National qui aurait une majorité à l'Assemblée nationale, personnellement, à ce jour, je ne vois pas d'autres majorités potentielles possibles. Et en 3 semaines de campagne, ça va pas. Je vois pas comment ça peut bouger. Est-ce qu'il y a, c'est tellement court. sans faire toutes les élections européennes, est-ce qu'il y a aujourd'hui une situation, est-ce que c'est pas compliqué pour la France d'avoir un parti présidentiel qui aujourd'hui fait 15% dans l'univers européen actuel? Est-ce qu'aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire le Parlement européen rééquilibre un petit peu les choses dans la mesure où le PPE va rester important? François Hollande en 2014 avait fait 14%, il me semble. Hein. Oui. Non, mais c'est pas forcément. Ça, c'est pas ce qui est le plus compliqué. À partir du moment où, si on imaginait l'hypothèse où Emmanuel Macron ne dissout pas, et donc on pouvait continuer comme ça. C'est pas. Et certes, il y a un très mauvais score au Parlement européen, mais le gouvernement est en place. Alors évidemment, il n'avait déjà pas de majorité, mais ça, c'est pas incontournable. Hein, c'est pas. On pouvait continuer comme ça. Ah oui. Sans nécessairement. Oui, on aurait pu, oui. Allez, merci beaucoup à tous les deux. Merci à Denis Ferré, spécialiste des questions européennes, en particulier auteur des Français et l'Europe de Schuman à Macron, entre rêve et réalité aux éditions Erol, et bien sûr Arnaud Benedetti, aux portes du pouvoir, RN, l'inévitable victoire chez Michel Lafon. Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Merci.